Peut-être pour commencer, je voudrais rappeler que vivre dans une société de consommation au XXIe siècle, ça signifie pour la plupart d'entre nous vivre dans le confort, à l'abri de la faim, du froid, souvent de la douleur, et puis vivre une vie qui est agrémentée des 1001 petits plaisirs que peut procurer la consommation au quotidien. Alors ceci étant dit, il est intéressant de regarder ce que nous disent les économistes qui ont travaillé sur la relation entre la consommation et le bonheur. Et il ressort de ces travaux, en général, que passer un certain niveau, consommer plus ne s'accompagne pas d'un supplément de bonheur ou de bien-être subjectif. Et en raison, pour l'essentiel, de ce à quoi il faut renoncer pour être en mesure de consommer plus. Je pense en particulier au temps passé avec sa famille, ses amis, à l'engagement dans la vie de la cité ou la vie associative, au temps passé tout simplement à pratiquer des loisirs, notamment s'ils sont passionnels. Enfin, autant d'activités dont on sait qu'elles sont corrélées positivement au sentiment de bien-être subjectif. Donc, à l'échelle individuelle, bilan mitigé. Mais c'est sans tenir compte des effets indirects et beaucoup plus globaux de la consommation, notamment le fait qu'elle soit à l'origine de ce que les économistes appellent des externalités négatives. Et la première externalité négative de la consommation, c'est évidemment son impact sur l'environnement, dont on sait aujourd'hui qu'il est massif, et à tel point que si on ne change rien à nos modes de vie, nos modes de consommation, on sait qu'on va au-devant des plus grands ennuis. Mais il y a aussi des externalités négatives d'ordre sociétal associées à la consommation, et je pense en particulier à la trajectoire qu'ont vécue les sociétés occidentales ces dernières décennies, qui se sont accompagnées d'une montée des inégalités, se traduisant par l'exclusion d'une part croissante de la population qui tombe dans la précarité, le chômage de masse, les très bas salaires, etc., et qui fait que, à l'heure où sans doute le marketing n'a jamais été aussi efficace dans sa capacité à stimuler le désir de consommer, on se retrouve avec des pans entiers et croissants de la population condamnés à rester devant la vitrine des délices de la consommation sans pouvoir rentrer dans le magasin, faute des moyens financiers pour cela. Et donc évidemment, tout ça est source de tension, de malaise, de frustration, dont on ne sait pas très bien finalement les formes d'expression que ça peut prendre à long terme. On sent très bien que c'est quelque chose de tout à fait délétère. Voilà. Donc le bilan s'assombrit, et pour autant, il ne faut pas oublier que la consommation est une des pièces maîtresses de l'édifice des sociétés modernes, à la fois sur le plan économique et sociétal. Sur le plan économique, il est banal de rappeler que la consommation, c'est le débouché ultime de l'activité productive. Donc c'est un maillon essentiel du circuit économique et c'est l'un des moteurs de la croissance. Sur un plan sociétal, eh bien la consommation et les valeurs matérialistes ont largement comblé le vide d'ailleurs qu'elle avait contribué à créer, le vide laissé par le recul des grands systèmes de pensée, les religions, les idéologies, qui non seulement socialisaient les individus, mais avaient pour effet de donner du sens aux choses, du sens à la marge du monde, etc. Donc la consommation joue un rôle très important sur le plan économique, sociologique, psychologique. Donc on ne peut pas l'évacuer d'un revers de main au nom de je ne sais quel argument moral et chanter les louanges de je ne sais quelle ascèse ou frugalité, fût-elle joyeuse. Consommation est là et il me semble plus fructueux de réfléchir à comment on peut tenter de la réformer, de faire évoluer notre modèle de consommation, d'essayer de séparer le bon grain de l'ivraie, parce que tout n'est pas mauvais, bien entendu, et d'essayer de tendre vers ce qu'on pourrait appeler une bonne consommation. Une bonne consommation, c'est principalement deux choses. C'est bien sûr d'abord une consommation qui tente de limiter son impact environnemental, mais c'est aussi une consommation qui élève l'individu, qui aide la personne à se réaliser.
Donc je vais aller vite sur le premier point. Évidemment, il est urgentissime que nous arrivions à mieux concilier consommation et contraintes environnementales. Alors le mouvement est amorcé, c'est plutôt rassurant, et à tous les niveaux, on voit que l'opinion publique a pris conscience de la chose et que de plus en plus de consommateurs tentent d'avoir quelques gestes responsables pour limiter l'impact de leur consommation sur l'environnement. Les entreprises, que ce soit sous la pression ou par conversion spontanée, sont de plus en plus nombreuses à s'engager dans ce qu'on appelle la RSE, la responsabilité sociale et environnementale. Mais il faut bien reconnaître que tant qu'on n'a pas changé fondamentalement le modèle économique, on ne sera pas au bout de la trajectoire. On est encore sur un modèle économique dominant qui pousse les entreprises dans la logique du toujours plus, parce que leur prospérité dépend des quantités vendues. Donc le travail qu'on a à accomplir là est de penser des business models qui soient attrayants pour les entreprises sur le plan commercial et financier, mais qui nous permettent aussi d'envisager de découpler la production de valeur économique et la consommation de ressources matérielles. Alors, on progresse, je pense notamment au modèle de l'économie de la fonctionnalité, qui consiste non pas à vendre le produit, mais à vendre au client directement les effets utiles et les solutions à ces problèmes. Et à travers ce genre de modèle économique, effectivement, on entrevoit la possibilité d'une forme de dématérialisation de la valeur. Donc il y a un gros travail à faire de basculement vers ces modèles économiques, et c'est sans doute ici un axe possible de politique économique ou de politique industrielle revisitée. Donc la deuxième dimension de la bonne consommation, c'est cette consommation tournée vers la personne. Une consommation donc qui élève, qui aide l'individu à se réaliser, à prendre possession de toutes ses potentialités, en quelque sorte. Donc l'inverse d'une consommation qui abêtit, qui rend apathique, qui nivelle par le bas. Pour faire comprendre ce que j'ai en tête, là, je voudrais faire référence à une distinction opérée par certains économistes ou psychologues entre le confort et le plaisir. Prenons un exemple. J'ai faim. J'ai faim, donc je vis l'inconfort de cette tension générée par la faim. Première manière d'y réagir, d'y répondre, je me rue vers le premier fast-food possible et puis j'ingurgite ce que j'y trouve. Je vais y trouver le confort d'avoir fait taire la gêne provoquée par la faim. J'aurais peut-être éprouvé un petit plaisir, certainement de faible intensité, en tout cas de très courte durée. Et puis par contre, si je réitère ce genre d'expérience trop souvent, je vais au-devant d'ennuis de santé, cholestérol, obésité, etc. L'autre manière de satisfaire cette pulsion, c'est de faire bombance, de faire bonne table, bonne chère, de m'adonner à la gastronomie. Alors là, non seulement je vais faire taire la faim, retrouver ce sentiment de confort, mais je vais éprouver un plaisir. Et un plaisir d'autant plus grand que j'aurai appris à goûter les aliments. Et donc là, c'est le point important. Hein. Le plaisir, ça se mérite. Le plaisir, ça se mérite. Ça exige des compétences que généralement on acquiert au terme d'un apprentissage. Hein. Tous ceux qui ont pratiqué un instrument de musique vont comprendre ce que je dis. Quand on démarre, c'est très très difficile. Pas beaucoup de plaisir, beaucoup de peine. C'est ingrat. Mais à mesure qu'on progresse, le plaisir monte et plus on maîtrise son instrument, plus le plaisir est grand. Et c'est un plaisir incommensurable en quelque sorte, qui dément la loi de l'utilité marginale décroissante chère aux économistes. Eh bien voilà, et il me semble que dans les valeurs charriées par la société de consommation, eh bien il y a une promotion du confort au détriment du plaisir, l'immédiateté, la facilité, le rejet de la contrainte, tout ça nous pousse vers des consommations de confort et nous détourne des consommations de plaisir, parce que précisément elles demandent généralement un effort avant d'atteindre l'état de plénitude qu'elles peuvent susciter. Voilà, donc une bonne consommation, c'est à la fois une consommation responsable sur un plan environnemental, mais aussi responsable sur un plan humain, qui nous élève, hein, qui nous grandit, qui permet à chacun de révéler son potentiel. Donc c'est un beau projet, hein, de faire évoluer la consommation, de tendre vers un nouveau modèle qui promeut la bonne consommation.
Évidemment, eu égard à la place que la consommation tient dans l'économie de la société, un tel projet implique plus généralement une réforme de tout le système économique et social, donc une transition vers un nouveau modèle de développement qui est en cause ici. Et il me semble qu'à l'heure où la société occidentale doute elle-même, un peu perdu sa boussole, on a peut-être ici un projet qui soit à la fois réaliste et attrayant, autour duquel nous pourrions peut-être nous fédérer, qui donnerait une boussole à nos politiques pour nous entraîner vers un changement viable et vers une société meilleure.